Et le président français, M. Macron, est un petit enfant. Je dis bien un petit enfant. Notez-le, c'est pas moi qui le dis, malheureusement c'est le contexte. Lui, il est là, il a une quarantaine d'années. J'ai le droit d'en parler, je sais de quoi je parle. Nous avons comme invité Noufou Mamadou Arzika, président du MPCR. Monsieur Noufou Mamadou Arzika, je reviens vers vous. Alors, le 8 octobre dernier s'est tenu en France, à Montpellier, le 28e sommet Afrique-France. Plusieurs délégations africaines ont pris part à cette rencontre. La particularité de ce sommet, il faut le noter, à lieu et place des chefs d'État, ce sont des structures de la société civile et autres jeunes qui sont invités. Alors, Président, comment voyez-vous cette nouvelle façon de faire du président français? Je vous remercie. C'est vraiment avec la main sur le cœur, en tant que patriote africain, en tant qu'Africain, et en tant que, je peux me permettre de le dire, j'allais dire, et en tant que défenseur de la cause de notre dignité africaine, je suis sincèrement frustré. J'avais même dit à une télévision de la place qui m'a posé la question, qu'est-ce que je pense de cet événement? J'y avais répondu en disant que pour ma part, je considère que c'est un événement. Les Africains qui ont une conscience en tant qu'acteurs du combat panafricain, nous faisons le combat panafricain de rupture, un combat panafricain de dignité, un combat panafricain de protection de notre fierté africaine. Nous avons depuis longtemps, comme vous le savez, dénoncé la France-Afrique. Ce qui se faisait avec le grand chef blanc qui convoque le chef d'État africain, beaucoup de chefs d'État africains, même ceux qui n'ont rien à voir avec la France, se laissent convoquer et en France pour aller écouter le discours du président français. Et lui seul face aux autres. Et hier encore, au temps où il y avait quelques président français d'un certain niveau d'un certain niveau de poids moral à l'époque du temps de Mitterrand. Peut-être on peut ajouter Chirac, mais après, il y a quoi pour que les chefs d'État africains se lèvent pour accourir et partir assister à ce qui se passe? Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, nous avons toujours dénoncé ça. Aujourd'hui, la France en perte de vitesse, qui a une conscience claire de sa situation et d'un pays en décadence, d'un pays qui aujourd'hui est en train de s'interroger sur son avenir et sur son devenir par rapport à l'ambiance du contexte mondial d'aujourd'hui, par rapport à la situation telle qu'elle se développe, continue sans vouloir reconnaître sa juste place vis-à-vis de tout le reste du monde, continue à vouloir considérer qu'elle est là du haut d'un certain piédestal en train de regarder l'Afrique et les Africains et tous les Africains comme étant des bambins, des enfants. Mais c'est terminé ça. Et ce qui nous a choqués, on a beaucoup parlé de la question de la légitimité. Mais bon Dieu, quelle est la légitimité de la France de croire qu'il est de son devoir de se préoccuper de l'Afrique et des problèmes des Africains et vouloir être là en train de dire que c'est à elle de réfléchir pour nous aider à trouver la voie? Et pour ça, et le président français, M. Macron, est un petit enfant. Je dis bien un petit enfant.
Notez-le, c'est pas moi qui le dis, malheureusement c'est le contexte. Lui, il est là, il a une quarantaine d'années. J'ai le droit d'en parler, je sais de quoi je parle. Mais lui, parce que seulement il est président français, alors il a le droit de considérer que, parce qu'il est président de la France, malgré son âge, vis-à-vis de nos aînés, de nos chefs d'État, vis-à-vis de nos responsables, il considère qu'il a le droit de penser et de dire tout ce qu'il veut. Il est président d'une puissance. Oh là là, quelle puissance? Puissance de quoi? C'est quoi la France sans l'Afrique? Et c'est cela qu'il faut que les uns et les autres reconnaissent. C'est quoi la France sans l'Afrique? Moi, un jour, j'ai reçu un des responsables de leur ambassade ici qui est venu pour souhaiter qu'on se rencontre par rapport à ça et qu'on en parle. Et il disait qu'on nous présentait comme une société civile anti-française. J'ai dit, monsieur, il faut rectifier votre langage. Nous, le peuple nigérien n'a rien contre le peuple français. Moi, personnellement, en tant que citoyen du monde, je n'ai rien contre la France et contre le peuple français. Mais j'ai quelque chose à avoir contre la façon de faire et la façon de voir des responsables français. Regardez ce que ça veut dire. Parce que simplement, justement, il est président de la France. Alors, malgré son âge, il pense qu'il peut mettre... Vous avez vu, parfois, il fait de l'enfantillage. Parfois, il fait des comportements un peu enfantins. Et vous l'avez observé. Que ça soit quand il est venu à Ouaga. Hein? Quand il est venu à Ouaga, il a osé tapoter le grand frère Roch au cou parce qu'il est président français. Vous trouvez que c'est normal ça? Il l'a fait, pourtant. Parce qu'il considère que dans sa tête, il a grandi avec l'idée que la France c'est la superpuissance, les autres c'est des pays colonisés, la France c'est la grande métropole, et c'est ça là qu'il met dans sa tête. Mais il oublie qu'il était en classe avec des Africains, et que parmi les Africains avec lesquels il a étudié, il sait que beaucoup étaient meilleurs que lui. Donc il n'y a aucune raison d'avoir un complexe quelconque, aujourd'hui en tout cas, vis-à-vis. Nos grands-parents ont été abusés dans les conditions que l'on sait comment la colonisation a pu se faire. Bon, on peut considérer qu'ils n'ont pas pu profiter de certains avantages que nous avons aujourd'hui. Nos parents n'ont pas profité. Moi, mon grand-père était, comment on appelle ça? Quand je dis mon grand-père, c'est le père de ma maman. Et il était dans l'armée française. Il a été utilisé pour aller défendre l'honneur de la France en 1944 déjà. Pour aller pendant la guerre, pendant que la France était totalement effacée, neutralisée par qui on sait. C'est les Africains qui sont partis défendre la France. Défendre au nom de la justice internationale. Au nom de l'idée que ce font de la justice et qu'il y a lieu de faire le sacrifice qu'il fallait faire. Ils ont investi de leur sang. Ils ont investi de leur liberté, ils ont investi de beaucoup de choses. Ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, l'histoire, comme est parti le dire l'autre Macron, qui est parti en 2007, là-bas à Dakar, pour dire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Lui, il dit que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Parce que tout simplement, ils ont une certaine idée, une certaine mentalité, une certaine compréhension de ce qu'ils croient être, alors que les choses ont changé. Les donnes ont changé, mon cher ami. Les donnes ont changé. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer les années 50 à aujourd'hui, en 2021 quand même. Peut-être c'est pour rectifier, c'est-à-dire que pour ce sommet, il est parti vers la jeunesse africaine. Mais comment il va aller vers la jeunesse africaine? Ce n'est pas à lui de convoquer les Africains. Comment les Africains vont accepter de se laisser convoquer par un président d'un autre pays s'ils ne sont pas là en train d'avouer leur complexe d'infériorité? Comment il va les convoquer? Comme ça, là, il va les convoquer. C'est le grand chef blanc qui convoque les gens. S'il a besoin de venir parler aux Africains, il doit s'adresser à l'Union africaine. Il doit s'adresser à l'Union africaine et l'Union africaine organise un forum à l'occasion duquel tous les chefs d'État qui ont besoin de communiquer avec l'Afrique et avec les Africains, ils viennent à l'occasion de ce forum-là pour dire ce qu'ils ont à dire eux. Mais pas convoquer les gens pour qu'ils aillent chez eux. Vous croyez que quand quelqu'un va aller se retrouver dans ça, c'est quelle liberté vous avez? J'ai entendu les gens dire, ah voilà, on a suivi, finalement, ceux qui n'ont pas été, ont eu tort de ne pas aller parce qu'on a vu que les gens qui étaient là, ils ont pu parler, il n'y avait pas d'obstruction, les gens ont pu dire ce qu'ils pensent. Ce n'est pas vrai. Il fallait savoir comment on a préparé même les propos que les gens sont venus à tenir et comment ils ont fait le partage de rôle, la destruction de rôle, vous savez. Et je ne sais pas si vous n'avez pas bien lu Machiavel ou bien compris ce que c'est que Machiavel.
Et alors, en ce moment, vous avez des difficultés pour comprendre ce qui est arrivé avant-hier. Parce que justement, lui, il peut concéder, il peut consentir. On peut lui dire tout ce qui peut même apparemment choquer. Mais juste pour le besoin de se victimer. Ce monsieur a même été capable d'accepter de se faire gifler en public. Et vous avez entendu le jeune homme qui l'a giflé. Et il est sorti il y a 3 mois. Et il a fait à peine 3 mois. Et il est sorti, vous l'avez entendu ce qu'il a dit. Et il a expliqué que avant même qu'il n'arrive à l'endroit, et 5 minutes avant, il avait déjà arrêté sa décision qu'il va le gifler. S'il arrive, il va le gifler. Et justement, il est arrivé quand il est sorti de sa voiture, directement il est venu au niveau de ce fameux complice qu'il a giflé parce qu'il avait besoin de se victimiser, de se retrouver dans une situation où on va trouver que l'enfant a tort de gifler un président. Mais le président là avait besoin qu'on le gifle pour qu'il puisse se remonter dans le sondage. C'est la même chose que la messe aujourd'hui qui a été organisée avant-hier à Montpellier. Vous voulez dire, président, ce 28e sommet, c'est un montage, c'est une mais pièce bien sûr que c'est un artifice. Mais il va accoucher de quoi? Il va accoucher de quoi? Vous avez entendu à la fin, ce qui intéresse les gens, c'est de dire qu'ils vont mettre un fonds de la démocratie qui va être donné aux organisations de la société civile qui vont faire le travail de la promotion et de la défense de la démocratie en Afrique. Mais bon Dieu, ça veut dire que c'est de la corruption. Ils vont payer les gens, ils vont donner de l'argent aux gens pour que les gens viennent leur faire leur travail et les gens vont se mettre dans une posture où ils vont se mettre à jouer leur jeu et à être les plus grands embêteurs de tourner. Alors vous avez entendu tous les discours que les gens font, ils essaient de revenir chacun. J'ai moi écouté le jeune homme qui a parlé, il dit qu'il a posé le problème de la démocratie et il fait comme si la démocratie égale limitation des mandats. Comme si la démocratie c'est la limitation des mandats, comme si la démocratie c'est l'alternance. Non, la démocratie c'est la volonté du peuple. Tout simplement. C'est créer les conditions pour rendre possible la garantie pour que le peuple exprime de façon libre, transparente et honnête son choix. Mais on ne peut pas créer une dynamique pour dire que non, tant qu'on n'aura pas limité les mandats, il n'y a pas de démocratie. Pourquoi? Est-ce qu'on a limité le mandat de la reine en Angleterre? Est-ce qu'on a limité le mandat de tous les grandes royautés sur les 27 pays de l'Union européenne? Il y a au moins 14 qui sont des monarchies. Vous vous rendez compte? Donc il n'y a pas de république chez eux. Nous, en Afrique, on a même l'avantage que sur l'ensemble des 55 pays africains, il n'y a que 2 pays qui sont dans cette posture de le Swaziland et le Maroc. C'est tout. Tous les autres, c'est la république. Les citoyens doivent être désormais... Ce qui est notre préoccupation, c'est comment rendre possible la garantie d'une bonne élection libre, transparente et honnête, respectueuse de nos lois. Mais quand on fait une démocratie où on ne respecte pas la loi, vous avez entendu le monsieur, il utilise l'exemple du Niger pour dire que bon voilà, l'exemple du Niger c'est un exemple. Il invitait les gens à applaudir tellement qu'il sait que ce qu'il était en train de raconter, personne n'avait acquiescé ça, qu'il a fallu qu'il demande à ce que les gens applaudissent parce qu'il était en train de donner une histoire qui ne dormait pas debout. Vous vous rendez compte? Ici au Niger, est-ce que la démocratie signifie faire seulement du fétichisme et dire qu'on a remplacé pour remplacer mais en violation de la loi? Est-ce qu'ici au Niger, on a fait une démocratie citoyenne normale, où on doit respecter les lois de la République, faire en sorte qu'on s'assure que tout le monde soit en conditions régulières et légales, sans aucune confusion, sans aucun doute. Est-ce que c'est le cas? Donc, si c'est ça la démocratie, mais nous, on n'a pas besoin de cette démocratie galvaudée, une démocratie trompeuse. Ou bien quand on dit qu'il faut forcément changer les gens, forcément faire limitation des mandats. Non, c'est au peuple de se décider. Si la personne n'est même pas capable de définir un mandat, le peuple se mobilise et le chasse. Oui, il fait valoir sa souveraineté. Parce que le peuple est le seul et unique détenteur exclusif de la souveraineté. Lorsqu'un peuple se mobilise, il se mobilise pour essayer de dire voilà ses attentes, voilà ses ambitions. Eux, les gens ne veulent pas l'écouter. Ils vont préférer aller ailleurs. On dit ici, c'est nous qui avons élu quelqu'un, mais ce monsieur prend ses ordres d'ailleurs. Alors à ce moment-là, c'est la démocratie. C'est quelle démocratie ça? Une démocratie où le peuple qui vous a élu, vous ne travaillez pas maintenant pour chercher à solutionner son problème. Ils se mobilisent comme c'est le cas au Mali. Et les gens sortent, ils se mobilisent, ils font des marches citoyennes, des marches sans heure. Tout le monde a vu ce qui s'est passé au Mali il y a quelques années. Sans heure. Mais on refuse d'écouter.
On refuse de prendre acte, on refuse de respecter. Et vous considérez que c'est ça la démocratie? Et aujourd'hui, ce jeune homme-là, il convoque les gens, il dit, bon, c'est en fait, il remplace la rencontre de la société avec certains acteurs de la société civile africaine, parce qu'il ne faut pas les appeler représentants. Pour appeler quelqu'un représentant, il faut qu'il ait été désigné pour aller représenter quelqu'un. Mais lorsque c'est eux-mêmes qui se sont librement donné la peine d'identifier des gens avec qui ils peuvent s'accommoder pour aller à cette rencontre-là, et que ces gens-là répondent. Mais il ne peut pas dire qu'ils sont représentants de la société civile. On ne peut pas les dénier leur droit de se considérer acteurs de la société civile, mais ils ne sont pas représentants de la société civile. Pour être représentant de la société civile, il faut considérer qu'on a donné le droit à la société civile de tous les pays de désigner sur la base des critères bien clairs les gens qui peuvent aller représenter valablement et ceux qui sont les acteurs de la société civile qui sont censés. Mais quand on appelle quelqu'un au téléphone, on décide que c'est lui qui est invité et il doit venir au nom de la société civile, au titre, disons, de la société civile. Mais il n'est pas un représentant de la société civile. La preuve, certains sont allés, il a fallu qu'on les mette en exercice pour qu'ils puissent être dans la position de reprendre comme des perroquets, pour qu'ils puissent aller dans le sens de sa démarche. Même les deux demoiselles, ou les deux femmes, j'allais dire, qui ont essayé de, par leurs propos, ils ont dit un certain nombre de choses, particulièrement la jeune burkinabé là, et qui a dit des choses que tout le monde a considéré bon que c'était bien. Elle a été capable de répéter, c'est une répétition. En tout cas, elle a été capable de dire quelque chose de méritoire qu'il faut valablement respecter. Elle l'a dit et elle a pu même le dire que leur rôle c'est de dire. Mais elles n'ont aucun pouvoir de décision et c'est à lui de décider. Donc lui, le grand chef là, nous on n'a pas besoin d'attendre que Macron décide pour nous. Et tout celui qui va attendre que la France, tout pays africain, tout peuple africain qui d'accepter d'attendre que la France choisisse de décider pour lui, c'est un peuple perdu. Il ne fait pas partie des nôtres. C'est un peuple égaré. Il ne fait pas partie des nôtres. Il ne fait pas partie des acteurs du combat citoyen africain pour la dignité africaine, pour la fierté africaine, pour la défense de l'honneur africain et le prestige comment on appelle ça, de nos peuples et de nos pays. Donc aujourd'hui, la France, comme beaucoup d'autres pays, c'est eux qui ont besoin de nous. Et nous en avons conscience. Chacun n'a qu'à regarder, là, pendant que je parle là, chacun n'a qu'à regarder, tous les Nigériens qui sont là, chacun n'a qu'à regarder dans sa chambre, dans son salon, autour de sa table. Tout ce qu'il y a là. Combien de choses viennent de la France? Peut-être 2%. Aujourd'hui, nous vivons aux dépens du reste du monde et nous ne voulons pas continuer que de dépendre. Nous voulons retrouver notre place. Retrouver notre place dans l'offre mondiale. Nous retrouver notre place dans le dialogue mondial. Dans ce qu'il y a comment on appelle ça, à dire ou à faire dans cette humanité-là. Mais on ne peut pas continuer, M. Nassirou, à accepter que nous soyons là comme c'est un plaisir, on a été invité par le grand chef blanc, et on est content, tout heureux, tout fier d'aller jouer au comment on appelle ça, aux figurants. Regardez, 11 personnes ont eu le droit de parler, et les 3000 et quelques personnes qui étaient dans la salle, c'est juste pour applaudir. C'est juste pour applaudir. Donc ils vont dire quoi? Mais comment vous avez trouvé le silence radio de la délégation nigérienne? Non, il n'y a pas de silence radio, la délégation nigérienne, elle était où? Il n'y a pas une délégation nigérienne, il y a eu quelques gens qui ont été pris au titre du Niger, je pense, mais je ne crois pas qu'il y ait eu une délégation nigérienne en tant que telle qui a été envoyée par qui? Il y a une institution, pas de moindre, qui a été là-bas pour représenter laquelle? Les jeunes. Laquelle? Le Conseil national. Non, je pense que le Conseil national de la jeunesse, s'il a été invité, il est parti. Je ne crois pas savoir qu'il avait un mandat de toute la jeunesse nigérienne d'aller assister à ce forum-là et qu'il aille là-bas pour s'asseoir. Mais il a été invité en vertu, je crois que c'est en raison même de la considération de sa personne, comme c'est quand même une personnalité qui a une certaine expérience, ils ont pensé qu'il fait partie des icônes sur lesquelles on peut s'appuyer, et ils l'ont invité pour qu'il aille. Maintenant, quand les gens, peut-être, j'ai entendu les gens dire, bon, il n'a pas parlé, bon, écoutez, tout le monde ne pouvait pas parler. Parce qu'il n'y avait pas la possibilité que tout le monde puisse parler. Je crois que c'est pour ça parce que je sais qu'il pouvait aussi parler. Si on avait donné les Burkinabés, les Sénégalais et autres jeunes là que j'ai vus,
tel que je le connais, ce jeune homme-là, et n'ont pas pu faire mieux que lui s'il avait la possibilité de parler. Donc, c'est pour ça que je dis, là, il faut que les gens apprennent à se respecter et à se faire respecter. C'est quoi cette humiliation où on a envoyé des délégués, il y en a qui sont partis là-bas et même pour manger, ils ont eu des difficultés. Mais en parlant d'humiliation, Président, il y a certaines structures de la société civile qui ont décliné l'invitation. Oui. Bon, comment vous... Non, vous savez, ici, on a certains de nos camarades à l'extérieur. Là même, c'est pas nous. Il y a comment on appelle ça, l'organisation TLP internationale, tournant la page, qui est une organisation internationale qui a été invitée parce que justement c'est une organisation qui a des répondants en France, mais aussi des répondants de certains pays africains. Donc cette organisation-là, au nom de ce qu'eux savent d'elle, ils ont voulu l'inviter pour souhaiter qu'à travers elle, ils puissent entraîner d'autres camarades qui sont des points focaux et répartis dans les différents pays africains où cette organisation aujourd'hui fait les gens. C'est maintenant évidemment les gens ne voulant pas se laisser embarquer. Évidemment, ils ont considéré qu'il ne fallait pas aller. Ils ont décliné de façon globale, collectivement, ils ont décidé de décliner, de participer à ça. Et je pense que c'est une question de responsabilité. C'est pour ça que je vous dis, il faut tourner cette page-là. Cette page de la France métropolitaine, de la France colonisatrice, de la France qui est là en train de décider à notre place, de décider pour nous. Pourquoi la France va décider pour nous? Pourquoi? Pourquoi doit-on compter sur la France qu'elle décide pour nous? Pourquoi? Est-ce que c'est la meilleure aujourd'hui de tout ce qu'il y a aujourd'hui dans ce monde comme puissance? C'est la meilleure? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on dit l'héritage colonial, mais notre héritage colonial au Niger, particulièrement pour les Nigériens, ce n'est qu'un héritage colonial regrettable. En dehors de la langue, le français que nous utilisons et qui, aujourd'hui, en termes d'héritage colonial, nous allons hériter de quoi? Rien du tout. Le Niger est l'unique de tous les 14 pays du pré-carré français en Afrique. C'est l'unique pays qui n'a rien bénéficié en termes même d'héritage, infrastructure et autres du point de vue de la colonisation. D'autres pays ont hérité de certains bâtiments, d'autres ont hérité des ports, d'autres ont hérité des chemins de fer, d'autres ont hérité de ceci, de cela, des affaires. Nous, on n'a hérité de rien du tout. Le Niger n'a hérité de rien du tout, c'est important que cela se sache. Par contre, de tous les 14 pays du pré-carré français en Afrique, c'est le Niger, principalement le Niger, qui est le pays le plus pillé, le plus exploité par la France et qui fournit à la France pratiquement le tiers de ses capacités de fourniture en électricité nucléaire notamment, sur la base de notre uranium qu'ils exploitent depuis 1968. Aujourd'hui, ils sont à plus de 130 000 tonnes d'uranium qu'ils ont extrait du Niger. Mais le Niger a eu quoi? Nous avons gagné quoi dedans? Allez-y savoir ce qui se passe à Arlit aujourd'hui, ce qui se passe à Agadez. Regardez aujourd'hui le chemin, la route. La route a été totalement détruite, dégradée par les véhicules là qui transportaient l'uranium pour sortir. Et la route là aujourd'hui, pour aller à Agadez, d'Ottawa, c'est un calvaire. Ça fait plusieurs années aujourd'hui que c'est un calvaire, que nous n'arrivons pas à aller de Arlit à Ottawa, c'est un véritable calvaire pour les gens. Bienvenue à Nita, la société de transfert d'argent où il fait tout le temps jour. À 7h à votre réveil, nous sommes là. À 10h pendant que vous travaillez, nous sommes là. Nous sommes aussi là à 13h pendant votre pause ou lors de la sieste. À 18h, à l'heure de la descente. Tous les accompagnements ou tous les soutiens et qui font qu'aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui en train de prendre des positions ô combien catastrophiques et ignobles du point de vue de ce qui se passe dans notre espace. Le président Issoufou, la dernière fois, il a même dit, quand il avait commencé à dire, il faut que le statut de Kidal soit clarifié, mais on a tapé munissement et puis autre opération Takuba ou autre, mais malgré tout,
Aujourd'hui, le peuple malien se retrouve avec un pays amputé de près de 2/3 de son territoire. Et nous, un pays comme le Niger, nous sommes aujourd'hui envahis par des bandits, des voyous, de tout acabit, qui sortent de cette zone contrôlée par justement ces forces d'occupation-là qui sont là, et leurs alliés, les terroristes et les autres brigands qui sont là. Ils viennent nous attaquer. Ils viennent nous attaquer parce que quand ils viennent nous attaquer, vous avez vu, ils ont travaillé à réduire les choses pour dire qu'on va revenir, on va recentrer tout sur la zone des 3 frontières. La zone des 3 frontières, ça veut dire, c'est la zone de l'Iptako. Là où il y a la jonction entre le Mali, le Burkina et le Niger. Or, nous, le Niger, notre problème n'est pas que là-bas. Notre problème, il est surtout aussi de l'autre côté, tout ce qu'il y a après Filengue et jusqu'à autre qui constitue maintenant la frontière avec ces gens-là, qui est un no man's land où il n'y a pas de représentation de l'État malien là-bas. C'est justement ces forces-là, les forces comment on appelle ça, du MLA, reconstituées, et les autres brigands et autres terroristes, comme ils les appellent, qui sont là-bas, et qui les protègent. C'est justement la France qui les protège avec sa base. Parce que c'est elle seule qui a près de 5 000 hommes. 5 000 hommes, hein, je vous dis. Et ces gens-là, ils sont là aujourd'hui dans notre espace. Ils sont là en terrain pointu. Parce que dans leur tête, bon, c'est un département d'outre-mer. Le Niger est un département. Les chefs d'État qu'on a, les gens qui sont là, qui sont censés incarner notre peuple, représenter notre peuple. Parce que, comme on le dit dans notre constitution, le président de la République, à son article 46, la Constitution dit que le président de la République est chef de l'État. On dit qu'il est le garant de l'unité nationale, garant de l'intégrité du territoire, garant de l'indépendance nationale, garant de la souveraineté nationale. Et on voit que ce sont ces chefs d'État-là qui ont le remerciement de ce petit Macron et qui considèrent que ce qu'ils sont en train de faire, comme ils font tout ce qu'ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent, ils font exactement ce qu'ils veulent, alors il les applaudit. Et c'est ça. Mais là, ça nous rend malades. Parce que nous sentons que nous sommes dans une situation qui est vraiment très grave et très délétère, et qu'il y a lieu que nous puissions recentrer notre chose, que nous puissions revoir notre façon de faire. Nous tous, nous en tant que Nigériens, eux en tant que nos dirigeants, nous en tant qu'Africains, nous en tant que de la sous-région ouest-africaine, nous ne devons pas être dans une posture où notre choix soit celui qui consiste à continuer à nous laisser asservir, à continuer à soutenir cette formule de voie d'asservissement dans laquelle aujourd'hui nous sommes plongés. Regardez, le franc CFA depuis le 26 décembre 2020, c'est fini, il n'y a aucune convention. C'est fini, ça fait 75 ans. Même si on considère qu'il fallait respecter la convention. Ça fait 75 ans et c'est fini. Normalement, à partir du 27 décembre, on doit avoir une autre situation. Mais qui est là pour défendre ça? Qui est là pour même reposer les problèmes? Qui est là même pour faire quelque chose? C'est en 2019 que lui, Macron, est venu pour trouver, comment on appelle ça, son pantin de représentants en Côte d'Ivoire. Et avec lui, ils ont décidé d'annoncer que, bon, maintenant on va changer le franc CFA par écho. Parce que justement, le franc CFA, dans la convention qui le crée et qui le lie avec nos pays, le 26 décembre 2020, il est censé être fini. La convention est terminée. Maintenant, depuis cette date à aujourd'hui, on n'a pas signé de moratoire. Il n'y a pas un moratoire qui a été signé. Il n'y a rien maintenant, c'est dans le flou, on est là. Dans le flou. Et ça continue comme ça. Et on continue à voir le franc CFA circuler. On ne sait même plus quoi le statut. Alors que nous étions, avec toujours notre choix, de vouloir créer une monnaie unique ouest-africaine, à défaut d'aller même vers la monnaie unique africaine, on a même très avancé là-dessus parce que c'était même l'État du Niger, le Nigérien et le Ghanéen, les deux chefs d'État, qui avaient la responsabilité de faire le travail sur cette monnaie unique et qu'on a appelée ECO. Et c'est ça là que les gens ont travesti. Et pendant que la CEDEAO était en train d'aller là-bas, voilà que le monsieur, ils viennent pour dire que notre CFA, il le remplace par l'ECO et il a le même nom donc que ce que nous envisageons de faire. Et ça a sémé la confusion. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette confusion-là. Et vous savez, il n'y a pas meilleur instrument d'asservissement des peuples, il n'y a pas meilleur instrument d'esclavage que la monnaie. Parce que nous, aujourd'hui, tous nos pays qui utilisent le franc CFA sont en réalité des esclaves de la France. On travaille pour la France.
On travaille et c'est eux qui fabriquent la monnaie. Est-ce que nous savons actuellement, quand ils fabriquent la monnaie, le franc CFA, ils amènent, ils donnent ça à tous les djihadistes et les terroristes là, ils les distribuent ça, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent avec cet argent. Mais comment tu peux faire la différence, toi, dans le marché? Comment tu peux faire la différence entre ce qui est le vrai CFA passé par la BCAO en question et le CFA qu'ils ont pris de leur imprimerie pour venir mettre ça sur le marché directement? Comment tu peux faire la production? Donc c'est la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais tout ça là, ça ne suffit pas pour que nous comprenions que nous devons, s'il a besoin de rencontrer les jeunes africains, alors on peut même concéder qu'ils puissent passer par les chefs d'État africains de la CEDEAO, si c'est les gens de la CEDEAO ou de la CEMAC ou de l'Union africaine, il peut passer par l'Union africaine pour dire qu'il a besoin de rencontrer les jeunes, d'organiser une rencontre à l'occasion de laquelle on va regrouper un certain nombre de jeunes qui vont arriver et lui il va arriver et il va poser. Mais comme ça vous levez, vous partez chez quelqu'un. Vous allez chez lui. Et vous allez aller chez lui. Et il va vous inviter. Et vous allez aller là-bas le trouver chez lui. Et vous allez lui dire la vérité chez lui. Et vous allez dire des choses. Vous avez bien vu tout ce qu'il a dit, les gens. Donc, en résumé, Président, ce sommet France-Afrique, ce n'est que... Il n'y a aucun résultat. Moi, je m'attendais à rien du tout de ça. Pour moi, c'est un non-événement. C'est très clair. Quand vous avez... Regardez tout ce qui a été dit au niveau du sommet. Tout ce qui a été dit, tout le baratin qui a été fait, que ce soit l'intervention de la jeune du Burkina, l'intervention du Sénégalais, l'intervention de la Malienne, là, ainsi de suite, et même avant elle, l'intervention du jeune homme de la Côte d'Ivoire. Mais tout ce qu'ils ont pu dire, vous avez vu, ils se sont reportés au rapport qui a été élaboré par l'homme Lige, et qui a été coopté, et comment il s'appelle, Achille Bambé, pour qu'il puisse élaborer un rapport et pour dire voilà, lui il a une vision d'ensemble de comment on peut reformater, reformuler, revoir les rapports, et il croit savoir que c'est la voie d'action pour que la France puisse gagner la base de nos différents peuples et que les citoyens africains arrêtent de dire abat la France, arrêtent de dire out la France, out abat les forces d'occupation, abat ceci, abat cela. C'est ça la logique. Ils pensent que dès qu'ils vont avoir ces jeunes gens-là, bon c'est fini, personne ne va plus rien dire. Non, c'est faux. Ce sont des histoires. Ce dont on a besoin. Nous, on n'a pas besoin que la France, condescendante, vienne vers nous. Nous avons une conscience claire de ce que nous voulons, de ce que nous pouvons faire. Et si on a une relation à avoir avec eux, c'est dans le cadre de la coopération qu'on peut bâtir avec tout le reste du monde. Et une coopération consciente, d'égal à égal, gagnant-gagnant. Chacun met sur la table ce qu'il a comme avantage comparatif. Et on compare. Et n'a qu'à nous dire. Regardez un pays comme le Niger. Je vous dis, de la colonisation, le Niger est un pays qui n'a rien eu. Quand vous regardez ici, parmi les infrastructures que tous les autres pays ont héritées, nous au Niger, il n'y a aucune infrastructure qui a été construite durant la colonisation et grâce à la France jusqu'à aujourd'hui. Président, on est à la fin de... Vous comprenez? C'est très important ce que je suis en train de dire là. Vous avez vu, le premier bâtiment qu'on avait, c'est El Nasser. C'est Gamal Abdel Nasser, c'est les Égyptiens. Le deuxième bâtiment, la deuxième infrastructure qu'on a vue, mais qui était merveilleuse, c'était le pont. Le pont là, c'est pas la France, c'est le pont qui est dit. Ensuite, la troisième infrastructure, le complexe omnisport, c'est le stade. C'est les Chinois qui nous l'ont donné. Le deuxième pont, c'est les Chinois qui nous ont donné. Le troisième pont, c'est les Chinois qui l'ont donné. Le quatrième pont, c'est le Niger qui s'est donné ça. À travers le pont de Bakfari, ouais. Et avec, donc, mais où est la France? Alors que s'il y a quelqu'un qui a profité de nous, l'uranium, c'est la France. Et aujourd'hui, même un bâtiment dans lequel ils doivent rester pour construire parce qu'ils gagnent de l'argent dedans, ils n'ont pas été capables de le construire. Ils sont venus louer. Je le dis bien, louer dans le bâtiment construit par le Niger avec le bénéfice de l'arachide grâce à la Sonara, qui était notre société nationale de gestion et de traitement de l'arachide. Et avec ça, on a construit deux bâtiments, Sonara 1 et Sonara 2. C'est dans le bâtiment de Sonara 1 que depuis tout ce temps-là, comment on appelle ça, que les Arriva se trouvent. Donc, où est la France? Elle est où? On ne va pas être là en train que de nous apprendre l'hypocrisie, le micmac, les complots, les petits complots, les oppositions. Et s'il y a une aide budgétaire de la France, c'est pour acheter les matraques. Les matraques. Les gaz lacrymogènes, c'est ça qu'ils donnent. Quand vous faites le bilan de la coopération chaque année, vous allez voir que ce qu'ils donnent pour les matraques, les gaz lacrymogènes, comment on appelle ça, qui consiste
à doter uniquement le pays avec des moyens de répression du peuple, pas les moyens d'écoute et de dialogue. Il parle de transformation de l'aide publique au développement en investissement solidaire. Mais bon Dieu, investissement solidaire. Mais est-ce que lui, on l'a dit que c'est ce que nous voulons? Nous devons être capables de définir ce dont nous faisons. Tous nos amis, nos partenaires doivent venir s'aligner sur ce que nous voulons faire, pas sur ce qu'eux veulent que nous fassions. Vous voyez bien? Regardez aujourd'hui la route Gaïa, frontière Gaïa et Dosso. Ça fait combien d'années elle est là? Combien d'années? Pourtant, c'est une route que Orano utilise, j'allais dire que Areva utilise ou que Kojima utilise. Mais cette route-là, c'est eux qui ont contribué à la dégrader. La route, je viens de vous parler, la route RTA, elle a été aussi dégradée. La dernière fois, ils ont dit, dans une démarche, quand je me rappelle en 2014, lorsqu'ils ont signé le 26 mai 2014, leur fameux accord de partenariat stratégique, nous avons intervenu le lendemain pour dire, c'est un faux accord, il n'a de stratégique que pour Areva et pour la France, mais pas pour le Niger. Aujourd'hui, on est où? Merci, Président. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, il est important que chacun de nous se dise, nous ne devons plus continuer à être dans ce type de rapport. Le rapport de dominant-dominé, le rapport de président-présidé. Il faut que nos présidents, nos dirigeants cessent de vouloir être là en train de faire la danse du ventre vis-à-vis de ces gens-là qui sont en perte de vitesse. Ils sont en décadence. Ça fait longtemps que ça a été prédit. Et ce n'est que des exécutions, ce n'est que le temps. Et on verra que la France, ça sera justement, elle va retrouver sa place. Certainement derrière beaucoup de pays africains. Beaucoup de pays africains, la France sera derrière eux quand on va faire le classement du point de vue richesse, du point de vue puissance économique, du point de vue de puissance, même puissance militaire, Inch'Allah, dans les années à venir, ça sera comme ça. Donc arrêtez il est venu, M. Macron, il s'attaque au Mali, au gouvernement du Mali, aux autorités maliennes. Il dit qu'elles ne sont pas légitimes. Que là-bas, là, ce n'est pas des autorités légitimes. Et qu'elles n'ont même pas le droit de les reprocher d'être là en train de manquer à leurs promesses en termes d'engagement. C'est eux qui ont dit qu'ils sont venus pour nous aider, pour aider le Mali avec l'opération Serval, pour aider le Mali avec l'aménagement, dans le cadre de l'aménagement, dans le cadre de l'opération Barkhane. Et on voit bien que c'est eux qui sabotent le Mali avec la réhabilitation du MLA, qui était totalement écartelé à un moment donné. Et ils la réhabilitent et ils disent que le gouvernement malien et son armée ne peuvent pas aller à Kidal. Et il pose les problèmes avant-hier, il dit que non, le rôle de l'État, c'est de s'occuper des autres aspects, ils vont s'occuper de la sécurité. Qui lui a dit qu'on a besoin qu'il continue à s'occuper de notre sécurité? Il faut arrêter ça. Merci. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut mettre fin à ça. Merci, Président. C'est ça notre lecture, c'est ça notre vision, c'est ça notre souhait, c'est ça notre solution. Et il faut que chacun de nous le comprenne. En tant que citoyen comme en tant que dirigeant. Merci Président, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était là Noufou Mahamadou Arzika, président du MPCR. Il s'est prononcé par rapport au 28e sommet France-Afrique. Voilà, et c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Moi, je sais qu'ils sont rapides. Ils sont simples. Ils nous facilitent la vie. Oui, ils ont beaucoup d'avantages. Ils sont courageux. Ils sont géniaux. Et à moindre coût. Ils sont bons dans ce qu'ils font. Retrouvez nos agences au Nigeria, au Togo, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Nos agences dédiées sont ouvertes de 8h à 20h et nos agences Rimbo, STM et Station Riba de 8h à 23h. Nita, toujours proche de vous.